Ce matin au Radio-Journal, programme de garderie fédérale, moins de la moitié des places promises ont été créées jusqu'à maintenant. Je trouve que c'est fâchant. C'est fâchant parce que j'ai mis beaucoup d'efforts pour en fait avoir rien eu à la fin. La Saskatchewan veut recruter plus d'infirmières praticiennes et une série de séismes annonce une éruption sous-marine en Colombie-Britannique. Bonjour, bienvenue au Radio-Journal, ici Marie-Christine Bouillon. C'est une promesse phare du gouvernement Trudeau qui tarde à se réaliser. Le programme fédéral de garderie à 10 $ a atteint jusqu'à maintenant moins de 40 % de l'objectif que le gouvernement s'est fixé pour 2026. À ce jour, sur les 250 000 promises, un peu moins de 100 000 nouvelles places ont été créées par Ottawa. Voici la ministre fédérale de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jenna Sudds, suivie d'une mère ontarienne. Il n'y a pas plus d'argent pour maintenant. Je suis confident qu'il y a assez. Je trouve que c'est fâchant. C'est fâchant parce que j'ai mis beaucoup d'efforts pour en fait avoir rien eu à la fin. Encore, j'ai toujours rien. Je suis sur des listes d'attente, mais encore là, ces listes d'attente-là, ils disent « Ah, peut-être tu vas avoir une place, peut-être tu n'en auras pas. » Donc, je ne peux pas vraiment compter là-dessus. Selon des experts, la situation s'expliquerait par le sous-financement du programme. Les députés fédéraux pourront de nouveau interroger les personnes à l'origine du contrat principal donné à GC Strategies pour l'application mobile Arrivcan. 2 responsables devront répondre aujourd'hui et demain aux questions d'un comité de la Chambre des communes. La semaine dernière, le gouvernement a suspendu le statut de sécurité de GC Strategies. L'entreprise est au cœur d'une tempête en raison des coûts exorbitants de l'application mobile qui a coûté 60 millions de dollars aux contribuables canadiens. La première ministre de l'Alberta et le premier ministre Justin Trudeau se rencontrent ce matin à Calgary. Le cabinet de Danielle Smith n'a pas précisé les sujets qui seront abordés lors des discussions. La première ministre a souvent parlé publiquement de ses désaccords avec les politiques du gouvernement Trudeau, dont l'assurance médicaments, le financement des garderies et le développement énergétique. Les Saskatchewanais vont avoir une nouvelle option pour recevoir des soins de santé. Ils pourront se rendre éventuellement dans une des cliniques médicales gérées par des infirmières praticiennes. Le gouvernement Moe crée du même souffle de nouveaux emplois dans le domaine dans le nord de la province. Voici les précisions de Geneviève Patterson. Cette année, 25 nouveaux postes d'infirmières praticiennes seront créés pour desservir les communautés éloignées de la province. Des cliniques d'infirmières praticiennes financées publiquement verront aussi le jour sous forme de projets pilotes. L'ouverture de la prochaine clinique est prévue à Martensville pour avril. Concernant le financement alloué, la province déclare que plus de détails sont à venir la semaine prochaine lors de la présentation du budget annuel provincial. Ces annonces sont accueillies positivement par l'Association des infirmières praticiennes de la Saskatchewan. Le syndicat des infirmières de la Saskatchewan salue également ce projet pilote et espère être impliqué dans la mise en place des 2 nouvelles cliniques. Il salue aussi la création de 25 nouveaux postes d'infirmières praticiennes, rappelant que plusieurs communautés de la province n'en ont pas. Mais selon l'opposition officielle, le gouvernement attend que les choses aillent mal avant de faire quoi que ce soit. Elle rappelle qu'en 2022, la province a perdu 35 médecins au profit d'autres provinces. Ici Geneviève Patterson, Radio-Canada, Saskatoon. C'est officiel, Joe Biden et Donald Trump auront leur revanche électorale en novembre. Les 2 rivaux ont décroché l'investiture de leur parti à la présidentielle hier soir. Le président démocrate a remporté une victoire décisive en Georgie et Donald Trump a dépassé le seuil de 1215 délégués nécessaires pour devenir le candidat républicain. À l'international toujours, crise en Haïti. Les États-Unis s'attendent à ce qu'un conseil présidentiel de transition soit formé d'ici demain. Il devra nommer un premier ministre intérimaire en remplacement d'Ariel Henry et un cabinet avant la tenue d'élections. Bien des membres de la communauté haïtienne au Canada demeurent toutefois sceptiques. Marjorie Villefranche est directrice de la Maison d'Haïti de Montréal. On va encore répéter les mêmes erreurs qu'avant, c'est-à-dire donc de créer de toutes pièces une transition sans consulter les gens, sans être à l'écoute donc de la population. Lundi, Ariel Henry a annoncé qu'il démissionnerait une fois qu'un conseil présidentiel de transition serait créé. Une équipe de scientifiques prédit une éruption sous-marine imminente au large de l'île de Vancouver. L'Observatoire d'océan Neptune a capté une activité sismique particulièrement élevée, détectant jusqu'à 200 petits tremblements de terre par heure dans la région. Bien que rare, ce phénomène ne représente aucun danger pour les humains. Emma Hautecoeur a préparé ce qui suit.
c'est quand même beaucoup. L'activité enregistrée le 6 mars à 5 km au fond de l'eau dans la zone de protection marine Endeavour est impressionnante, consent Benoît Pirenne, directeur de l'engagement aux utilisateurs à Ocean Networks Canada. Je crois qu'on a découvert qu'à cet endroit, à peu près tous les 20 ans, il y a ces essaims de tremblements de terre qui sont finalement reliés à la séparation de la plaque tectonique de Juan de Fuca de la plaque tectonique du Pacifique. C'est un peu comme lorsque vous avez une blessure, ça permet à des liquides sous-jacents de se propager plus près de la surface. L'éruption de magma qui se figera rapidement au contact de l'eau pourrait survenir à n'importe quel moment, selon les scientifiques. Même s'il s'agit de la même plaque tectonique, elle ne devrait pas augmenter les risques d'un grand tremblement de terre, selon Zoe Kraus, doctorante en sismique marine à l'Université de Washington. Les dorsales océaniques ne sont pas capables de produire de gros séismes, dit-elle, tout au plus de légères secousses qui ne seront probablement pas ressenties à 240 km de la côte. Une occasion unique donc d'étudier la formation de la croûte terrestre et tous ses effets sur la vie marine. Ici Emma Hautecoeur, Radio-Canada, Vancouver. Restons en Colombie-Britannique où les fortes chaleurs, les vagues de froid et les incendies forcent les viticulteurs à repenser leur industrie. Ils appréhendent d'ailleurs l'arrivée du printemps. Voici le reportage d'Édouard Merlot. On n'a pas été épargnés en fait depuis Covid. Et il y a eu les feux, il y a eu le froid, il y a eu le chaud, il y a eu les touristes qui viennent pas. Pénélope Roche, viticultrice à Penticton, a été touchée par les aléas climatiques en Colombie-Britannique, comme toute l'industrie du vin de la région. Un rapport publié en février par l'organisme Wine Growers BC estime que le millésime 2024 sera presque complètement perdu. La récolte ne devrait atteindre que de 1 à 3% des niveaux normaux. Des gens qui arrivent ici et qui achètent un vignoble parce que c'est romantique d'avoir un vignoble. La viticultrice dénonce un amateurisme de certains viticulteurs et affirme que ces pertes seront l'occasion de repenser la vinification dans la province. On ne peut pas planter ce qu'on plante à Vernon et à Osoyoos de la même façon. La seule chose positive qui peut sortir de ça, c'est que les gens puissent se rendre compte que pour que ce soit sustainable, il faut qu'ils plantent ce qu'il faut là où il faut. Christine Coletta, propriétaire d'un domaine viticole à Summerland, n'exclut pas les changements, mais il faut attendre. La viticultrice va analyser en juin ce qui a survécu et prévoit de peut-être changer certaines variétés selon la mortalité des plantes. Au début du mois de mars, Ottawa a annoncé le financement de 2 initiatives pour faire avancer la recherche et accroître la compétitivité du secteur, selon le ministère. Ici Édouard Merlot, Radio-Canada, Vancouver. Et en terminant, pour la toute première fois, une équipe de ski de fond porte les couleurs du Nunavut aux Jeux d'hiver de l'Arctique qui se déroulent présentement en Alaska. Pour les 2 entraîneurs qui ont créé le club d'Iqaluit, c'est tout un accomplissement et pour les athlètes, c'est une grande fierté. Sarah Exenos est allée à leur rencontre. L'ambiance est à la fête à la zone de loisirs près de Palmer, en Alaska. C'est jour de compétition pour les fondeurs et parmi eux, une toute nouvelle équipe fait son entrée, celle du Nunavut. Un grand moment de fierté pour l'entraîneur Shannon Chartré. C'est un aboutissement, l'accomplissement de beaucoup de travail. Il faut dire que le chemin n'a pas été facile pour se rendre jusque-là. Avec son collègue Benoît Havard, les 2 entraîneurs ont construit et entretiennent les pistes à la main. Beau temps, mauvais temps. Le Nunavut et Iqaluit, l'hiver est rigoureux, pas beaucoup de soleil. Donc décembre, janvier, février, on est dans du moins 30, moins 40, moins 50. Alors beaucoup de travail à la main, on n'a pas des grosses machines, mais on a ce qu'il faut. From Nunavut, Massey Gabriel! Des efforts qui sont maintenant récompensés puisque 4 jeunes skieurs, dont Gabriel Massé, portent fièrement les couleurs du territoire. Chez nous, on peut skier 2 fois par semaine, mais on ne le fait pas beaucoup parce qu'il fait trop froid. Benoît Havard, lui, est convaincu de l'importance de ce sport pour les jeunes Nunavummiut. Moi, je vois un avenir incroyable pour le Nunavut au niveau du ski. Il faut juste s'adapter. Il faut juste comprendre, puis je pense que ça pourrait devenir une culture comme le hockey. Et ce n'est que le début. Ici, Sarah Exenos, Radio-Canada, à Palmer, en Alaska. Voilà, c'est sur ce reportage que se termine le Radio-Journal de Radio-Canada. Merci d'avoir été à l'écoute. Passez une excellente journée.